à, à toutes et tous et merci de l'intérêt que vous portez à l'actualité de Transparency. On va vous raconter, je pense, pas mal de choses dans cette réunion. C'est la première de l'année 2021. Elle est en Zoom, faute de pouvoir se réunir comme on le faisait dans les années écoulées, au siècle dernier, en présentiel. On espère que ça va redevenir une réalité prochainement. Et en tout cas, on aura appris de cette période qu'on peut travailler comme ça et que même s'il y a présentiel, on continuera à animer des réunions en distanciel, des webinaires. Je vais revenir d'ailleurs dans le cadre de la petite et rapide présentation du sondage ou du questionnaire qu'on vous avait adressé, auquel vous avez été très nombreux à répondre, ce dont, là aussi, nous vous remercions chaleureusement. Donc, on va démarrer cette réunion. Il y aura plusieurs thèmes abordés. C'est votre serviteur qui va commencer donc avec un petit débrief, un premier niveau de débrief du sondage. Ensuite, il y a 3 sujets à l'ordre du jour. Je regarde sur le côté pour être sûr de ne pas me tromper. Donc, le contrôle du financement des comptes de campagne. C'est notre président qui nous parlera de ce sujet. On aura aussi un point sur quelques procès dans lesquels Transparency s'est impliqué, et en particulier le procès Guérini. Et donc, c'est Jean-Pierre Zanotto qui fera un point sur ces engagements de Transparency en termes de partie civile dans des procès emblématiques. Et puis enfin, on aura un point d'avancement sur notre plaidoyer en faveur de la juste restitution des biens mal acquis. Et c'est Sarah qui nous en parlera. Alors, pour ce qui est des questions, à la fin de chaque séquence, il y aura un temps propice à vos questions, j'espère à nos réponses. Ce qui vous est demandé, c'est de vous manifester, de poser votre question en passant par l'icône converser, là, qui est en bas. Et Benjamin fera la réception de ces demandes, et ce qui permettra de vous attribuer le temps de parole qui convient à la fin de chaque séance, en vous demandant bien évidemment d'être aussi bref que possible, parce que je pense que ce qui nous intéresse tous, c'est plus la réponse qu'une longue question. Voilà, je commence. Benjamin va nous afficher, je pense, les slides du sondage. Je le laisse opérer. Alors, j'ai anticipé un petit peu par rapport à l'apparition des slides, mais puisqu'il y avait en fait 4 grandes thématiques dans ce sondage. La première d'entre elles, c'était de connaître ceux qui ont répondu. Et donc, enfin, en masse, hein, bien évidemment, pas à titre individuel. La première chose à dire, c'est que vous avez été donc nombreux en tant qu'adhérents à nous répondre. Merci encore, puisqu'on a un taux de réponse par rapport au nombre total d'adhérents qui est de l'ordre de 36%, ce qui pour un sondage est tout à fait remarquable et montre, s'il en était besoin, tout l'intérêt que vous portez à nos valeurs et à nos sujets. Donc voilà, donc beaucoup de réponses, et c'est tant mieux pour nous permettre de les utiliser à terme. Je dis à terme parce que ça me permet tout de suite de préciser que je ne rentrerai pas dans cette présentation dans le détail des verbatims en particulier, puisqu'il y avait un certain nombre, vous le savez, de questions ouvertes, dans la mesure où on va les dépouiller avec le sérieux qui convient. Il y a une grande richesse de propositions, mais pour ça, il faut qu'on organise ce qui peut l'être pour que ça débouche sur de réelles actions positives telles que vous les souhaitez. Alors donc, oui, voilà. Donc,
il se trouve que dans vos réponses, il y a un peu plus d'hommes que de femmes, comme vous le constatez, mais c'est pas bon, ça présente qu'un intérêt secondaire par rapport à ce qu'on attend ensuite de vos réponses. Mais ça veut dire aussi peut-être que c'est représentatif d'un déséquilibre qui existerait encore au sein de notre association entre le nombre d'hommes adhérents et de femmes adhérentes. Ensuite, bon, ça, c'est pas vraiment une surprise. Une grande majorité de ceux et celles qui ont répondu sont des adhérents fidèles et de longue date, qui ont donc plus de 3 ans d'adhésion. Mais on a eu la satisfaction de voir que les plus récents commençaient aussi à se manifester. On en est très heureux. Un point sur la question « Où résidez-vous » il nous a paru intéressant parce que, à titre personnel, en tout cas, je ne m'attendais pas à cet équilibre entre Paris, Île-de-France et les régions, dans la mesure où, comme vous le savez, on était très jacobin dans notre mode de fonctionnement, avec des réunions sur Paris, etc., ce qui pouvait décourager les provinciaux, mais non. Donc, cet équilibre, peut-être nouveau, récent, est très satisfaisant et nous encourage par rapport aux démarches qu'on a engagées, en particulier avec le Forum des collectivités locales engagées. Et enfin, dernier point sur l'image générale des répondants, plus d'actifs que de retraités. Bon, ce qui est pas tout à fait une surprise, mais pas loin pour moi. Et c'est tant mieux, c'est-à-dire qu'on a vraiment des adhérents qui sont dans l'action, dans leur vie professionnelle, et qui pour autant ne négligent pas l'intérêt qu'ils portent aux sujets qui sont les nôtres, et qui ne reportent pas à la période où ils auront un peu plus de temps à consacrer à ça. Merci à tous et toutes. Alors, le deuxième thème, c'était la relation initiale et comment ça se passait avec l'association. Des réponses qui nous satisfont, hein, sans rien vous cacher, puisque vous avez répondu très majoritairement que déjà à l'adhésion, la réponse est venue et elle était performante ou très performante. Donc tant mieux, le premier contact est honorable, même si on peut toujours progresser, comme certains l'ont énoncé et ont détaillé d'ailleurs leur point de vue dans les questions ouvertes dont je parlais tout à l'heure. Alors là, tout de suite, on tombe sur les marges de progrès qui sont les nôtres, puisque malgré ce contact initial plutôt bon, il s'avère que les sollicitations à votre endroit que vous requérez, on le verra un peu plus tard, sont assez peu nombreuses, voire nulles. Bon, très majoritairement. Donc là, on a une piste de progrès. Comment est-ce qu'on va entretenir la flamme dans la relation qui nous lie? De la même manière, et il ne faut pas se surprendre donc que sur les répondants, il y ait une grosse majorité de personnes n'ayant pas exercé une activité bénévole, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'en avaient pas l'envie, mais puisqu'on ne les a pas contactés, c'est sûr que si on ne vous a pas contacté, c'est sûr qu'on ne peut pas ensuite avoir des réponses positives de votre part pour nous aider dans nos actions. Donc là, deuxième piste de travail pour nous sur la manière d'organiser peut-être plus dynamiquement le bénévolat. La troisième thématique, c'était celle des livrables et de la qualité de ceux-ci, c'est-à-dire bon, ce qu'on vous offre, est-ce que ça vous satisfait? Alors, là, il y a un plébiscite pour dire que la revue de presse, c'est vrai aussi de la newsletter que je n'ai pas affichée en slide, parce que ça disait la même chose. Vous êtes tous, où vous la trouvez tous et toutes, la revue de presse, ou assez intéressante ou très intéressante, et vous nous confirmez que la fréquence hebdomadaire, qui est le slide suivant, est convenable. Vous avez eu le même niveau, à l'unité près, de réponse pour la newsletter. Donc, ces deux livrables très réguliers qui demandent un gros travail à l'équipe, et qu'il faut saluer cette occasion. Ça donne beaucoup d'informations à nos adhérents et adhérentes
et ils en sont satisfaits. Donc là, rien n'a changé fondamentalement, si ce n'est à continuer à travailler pour la rendre toujours l'une comme l'autre attractive et facile à lire. Alors, pour le site web, il en est un petit peu autrement, non pas sur la qualité que vous lui trouvez, mais les adhérents ont répondu qu'ils n'y allaient pas tant que ça. Alors, ils n'y vont pas tant que ça. Pourquoi? La réponse qu'on pense avoir trouvée, c'est que justement, les 2 livrables précédents vous alimentent suffisamment pour que vous n'ayez pas besoin très régulièrement d'aller sur le site pour trouver les informations. Le site est donc, parce qu'on sait aussi qu'il y a beaucoup de connexions, un nombre bien supérieur, Dieu merci, au nombre d'adhérents, c'est que c'est surtout utilisé par les sympathisants. On a certains parmi nous aujourd'hui, parce qu'eux, ils découvrent Transparency grâce au site. Et donc là, Benjamin en particulier, notre responsable communication, est en train de travailler sur des améliorations du site pour le rendre toujours plus attractif, peut-être aussi pour les adhérents, mais aussi pour être une source d'informations très, très lisible, très percutante pour tous ceux qui veulent, pourquoi pas, un jour nous rejoindre et qui s'intéressent en tout cas à nous. Et d'ailleurs, le slide suivant, s'il te plaît, voilà, ceux qui le consultent, celles qui le consultent, le trouvent très intéressant ou très intéressant. Je me joins à eux pour affirmer ça, effectivement. Je trouve qu'il est quand même riche de beaucoup d'informations. Et d'ailleurs, vous avez dans une question que je n'ai pas affichée en slide, répondu que très, très majoritairement que les informations qu'on y cherchait étaient assez faciles à trouver. Bon. Alors, passons maintenant à l'animation plus directe entre l'association et ses adhérents. Ceux qui ont répondu sont allés à 50-50, un peu mieux que 50-50, ont déjà participé à une réunion adhérente. Et généralement, ceux qui y ont participé dans la forme antérieure, qui est celle du présentiel. C'est le slide suivant. Mais vous avez commencé, comme nous d'ailleurs, parce que nous avons commencé depuis peu, à faire des visioconf et des webinaires. C'est, je pense, la piste qu'on va poursuivre pour être à votre contact de manière très régulière, un peu plus en direct et sans devoir attendre que le présentiel redevienne une règle de relation. Alors, une question qui vous avait été posée sur votre potentiel, voire vos envies en termes de contribution bénévole et pourquoi pas ponctuelle ou régulière. On voit que vous avez proposé un certain nombre de thématiques qui sont relatives à notre activité d'aujourd'hui. On voit que la formation est un sujet qui a votre appétence. Hein, donc, vous êtes déjà un certain nombre à aider, à contribuer sous la houlette de Marie-Noëlle Nigon aux formations en école et en université. Voilà, donc il y aura une réflexion qu'on aura à mener sur comment on peut mieux vous associer à des activités de formation, mais aussi de mission de veille sur les territoires, qui est un poste sur lequel vous avez été nombreux à répondre. Et c'est intéressant parce qu'avec le développement du Forum des collectivités locales engagées, nul doute qu'on aura besoin de gens au plus près pour être des courroies de transmission active entre l'association et les élus. Voilà, j'ai terminé cette courte présentation. Elle vous sera bien sûr envoyée avec le mail de notre président qui vous remercie encore de votre contribution. Et puis, on va bien sûr travailler plus avant sur tout le détail de ce que vous nous avez apporté comme suggestion. Et on a déjà quelques pistes bien en tête, avec Benjamin en particulier, pour répondre à ses attentes. Voilà, j'en ai terminé pour cette première phase, qui, je pense, n'apporte peut-être pas de questions, sauf si Benjamin on a recensé quelques-unes.
Non. On va, je pense, passer à la partie plus, bon, plus active, si je puis dire, enfin plus dynamique après les présentations des 3 thèmes que je vous ai énoncés. Donc le premier d'entre eux, on commence par notre président, c'est cela? Oui. Donc on va parler contrôle du financement des comptes de campagne, avec ce qu'on envisage dans le cadre de la future présidentielle. Je laisse la parole à Patrick Lefort. Merci beaucoup, cher Alain. Bonjour à toutes et à tous, et je suis très heureux d'être avec vous. Je suis d'autant plus que malheureusement, lors de la dernière réunion en décembre, je n'avais pas pu être avec vous, et donc je n'avais pas pu vous saluer, alors que j'avais été élu à la présidence de Transparency International France, en succédant à Marc-André Pfeffer, le 28 septembre. Donc je vous dois évidemment toutes mes excuses. Alors, je vais vous présenter, disons, un peu les grandes lignes de la problématique du financement de la vie politique, qui est à la fois les campagnes, notamment la campagne présidentielle, puisque c'est l'élection maîtresse des institutions de la Ve République, mais aussi le financement des partis politiques, et les mettre en regard de l'actualité judiciaire qui a entouré depuis quand même longtemps, puisque ceci remonte en fait à l'affaire Urba dans le financement du Parti socialiste au début des années 80, 82, 83, 84 même. Il y a eu l'affaire Karachi, qui était en fait une problématique de rétrocommission qui avait permis de financer vraisemblablement une partie de la campagne d'Edouard Balladur en 1995. Il y a eu surtout la problématique de l'affaire Big Malion. Et depuis, bien à vrai dire, notre législation n'a pas évolué. Alors, on part d'une situation où, en fait, on a une législation qui est relativement avancée dans l'encadrement des campagnes, de l'argent, éviter que l'argent privé ne vienne insuffler des éléments qui feraient déraper le bon fonctionnement de nos institutions démocratiques. Et c'est pour cette raison que, en fait, dès 88, on a commencé à encadrer le financement de la vie politique. En 90, on a introduit l'idée de la limitation des dépenses électorales, et on a créé à cette occasion la Commission nationale des comptes de campagne et de financement politique, qui n'était pas à l'époque encore une autorité administrative indépendante, qu'elle est devenue ultérieurement. En 1993, on a plafonné la somme des dons de personnes morales, et on a affiché le principe qu'elle devait être rendue publique. En 1995, on a interdit aux personnes morales de financer la vie politique. Et c'est effectivement quelque chose qui, vous voyez, ces deux éléments, encadrement des dons des personnes physiques et interdiction du financement par les personnes morales, ça nous différencie de manière radicale avec la situation américaine. Hein, la situation américaine, il n'y a pas d'argent public, mais il n'y a aucune limite dans le financement des campagnes électorales. On a encore vu dans la dernière campagne de l'élection américaine. Donc, en 1995, on interdit aux personnes morales de financer la vie politique. En 2003, on va introduire un minimum de 1% de suffrage pour le remboursement des campagnes. On s'était aperçu qu'il y avait quand même pas mal d'excès. Et en 2013, on introduit le principe des déclarations de patrimoine pour les élus en début et en fin de mandat. Et la loi Confiance continuera l'encadrement en introduisant, en légiférant de manière plus précise sur les conditions dans lesquelles le président élu
et le président sortant devait déposer une déclaration de situation patrimoniale permettant d'apprécier les variations de cette situation au cours de la période, et la HATVP va s'emparer de cette question pour la première fois dans les 5 mois qui précéderont l'élection présidentielle de l'année prochaine. Donc, le paradoxe, c'est qu'on a quand même cherché à encadrer de manière assez précise. C'est de l'argent public et il est normal qu'on cherche à le contrôler, d'où le rôle de la commission des comptes de campagne. Mais entre-temps, on a vu fleurir un certain nombre d'affaires judiciaires qui méritent évidemment d'être éclairées tant elles sont complexes. Alors, quelques mots sur l'affaire Karachi d'abord. C'est la plus ancienne. Il y a d'énormes ramifications et donc qui n'intéressent pas notre sujet, parce que c'est en fait un système de commission et de rétrocommission dans les ventes de systèmes d'armes et des sous-marins et des frégates sur l'Arabie Saoudite et le Pakistan. Ces rétrocommissions et ces commissions sont désormais proscrites par la Convention de 97 qui interdit en fait le versement de pots de vin, la Convention de l'OCDE. Et l'affaire Karachi ne commence véritablement que dans le drame de l'attentat du 8 mai 2002, où 11 employés et sous-traitants de la direction des constructions navales et 3 de leurs accompagnateurs pakistanais meurent dans un attentat suicide à Karachi, et dont on comprendra que en fait, c'est l'interruption de versement de commission qui a conduit à cette tragique rétorsion. Et à partir de là, l'enquête va se développer. Une mission d'information aura lieu en 2010 et on pointera l'hypothèse qu'il y a eu en fait un lien entre l'attentat et le versement des commissions. Mais ça demeure hypothétique. Alors, ce qui nous intéresse ici aujourd'hui, c'est ce qui a conduit en 2014, en février 2014, les juges d'instruction qui avaient été chargés de l'affaire de rendre une ordonnance afin de se dessaisir de l'enquête concernant Édouard Balladur et François Léotard, puisqu'ils considéraient que cela relevait de la compétence de la Cour de justice de la République. Et donc, et par ailleurs, ils ont notifié la fin de leur instruction sur la partie du volet non ministériel. Il y a eu une instruction de la Cour de justice de la République. La commission d'instruction a été saisie et en dernier lieu, on a constaté qu'il devait y avoir un procès. Et le 4 mars 2021, donc on est en pleine actualité aujourd'hui, la Cour de justice de la République a relaxé Édouard Balladur, mais a condamné François Léotard à 2 ans de prison avec sursis et 100 000 € d'amende pour complicité d'abus de biens sociaux. Et François Léotard a fait un recours devant la Cour de cassation. Et le 9 février suivant, le parquet général près la Cour de cassation a annoncé qu'il ne formerait pas de pourvoi contre la relaxe de l'ancien Premier ministre dans le volet financier de cette affaire. Donc, ce sont des longs processus, mais disons, l'exercice des droits de la défense, les procédures judiciaires ont fonctionné tout à fait normalement. Et donc, à l'arrivée, ça crée évidemment rétrospectivement une impression que les dés au départ ont été un peu pipés, mais à vrai dire, au moment de l'élection de 95, le Conseil constitutionnel avait considéré qu'il n'y avait pas lieu à faire des observations, puisque donc c'était à l'époque Roland Dumas qui avait fait observer que les rapporteurs près le Conseil constitutionnel, qui avait rendu un avis défavorable concernant les comptes de campagne d'Édouard Balladur et de Jacques Chirac, devaient revoir leur copie.
il y a eu de longues discussions, dont la révélation des archives du Conseil constitutionnel a révélé les tenants et les aboutissants. Disons que la démocratie, rétrospectivement, est au courant des conditions dans lesquelles cette affaire a été finalement soldée. Pour Big Malion, c'est une autre affaire, en réalité. Parce que nous jouons sur des montants qui sont évidemment tout à fait considérables, puisque si je compare les chiffres de la campagne 2007 et de la campagne 2012, Nicolas Sarkozy avait dépensé quelques 20 millions d'euros en 2007. Et là, puisque maintenant on a à peu près les chiffres, et évidemment le procès qui va s'ouvrir le 20 mai permettra de les consolider. Hein. Il peut y avoir évidemment des contestations, mais on est à 42 millions d'euros. Donc en fait, on est passé entre 2007 d'un peu plus de 20 millions d'euros à 42 millions d'euros, là où le plafond pour les finalistes des candidats à l'élection présidentielle fixait un plafond de 22 millions d'euros. Donc le plafond, c'est une garantie effectivement qu'on ne dépense pas excessivement, et c'est un élément évidemment de limitation qu'il convient de respecter. Alors ce procès va s'ouvrir le 20 mai, il devait s'ouvrir le 17 mars, mais du fait d'un accident de santé lié à la Covid-19 d'un des avocats de Jérôme Lavrieux, le report de l'audience a été fait. Espérons que le procès va s'ouvrir. Il met devant le tribunal judiciaire de Paris 14 prévenus pour financement illégal de campagne électorale, et dont le président, de l'ancien président Nicolas Sarkozy. Alors, évidemment, ça interroge sur les conditions dans lesquelles une telle opération a pu être faite. Et nous, en tant que Transparency International, on s'est évidemment saisi de cette affaire pour constater qu'il y avait toute une série en fait, d'anomalies dans notre système, et notamment qu'on n'avait pas donné les moyens à la commission des comptes de campagne d'assurer son contrôle, et il nous semble qu'il est absolument indispensable qu'elle puisse exercer un contrôle continu. Donc dès le début de la campagne, dès le moment où on met en route le compteur des dépenses pour chaque candidat, ce sera après les élections régionales, c'est-à-dire de manière dérogatoire au principe selon lequel c'est au cours des 12 derniers mois. Donc, qu'on aurait dû, donc en avril, on aurait dû mettre en route le compteur. Ça ne sera que en fait au 1er juillet. Alors, contrôle continu, qui implique que vraisemblablement on puisse avoir un rapporteur qui va suivre les dépenses du candidat, qu'on inclut les partis dans le contrôle, puisque toute la supercherie en fait du surfinancement de la campagne s'est fait parce que la commission des comptes de campagne ne pouvait pas voir ce qu'il y avait dans les opérations prises en charge par le parti qui soutenait Nicolas Sarkozy. Et donc, il me semble qu'il est important que, dès lors que le parti a un statut en fait de banquier du candidat, dans la plupart des cas, la commission des comptes de campagne ait accès à la totalité des éléments du spectre. Il fallait aussi, mais ça c'est en cours, moderniser le système de contrôle, puisque c'était essentiellement en fait, des contrôles sur papier. Maintenant, la numérisation est avancée. J'espère qu'elle sera opérationnelle pour la prochaine campagne. Il faut aussi poser là, en fait, la question des sanctions
en cas de manquement. Nous avions dit dans le rapport que nous avons fait en 2017 qu'il conviendrait de porter à 10 ans la durée de l'inéligibilité sanctionnant un candidat qui n'a pas respecté une obligation substantielle de la législation sur le financement de la campagne électorale et permettre aussi aux associations anticorruption de se porter partie civile dans les procès liés au financement de la vie politique. Pour le moment, nous ne pouvons pas le faire, et donc une des questions que vous pourriez avoir, c'est pourquoi Transparency International ou Anticor ou Sherpa ne sont pas partie civile dans le procès Bill Lyon? Eh bien, tout simplement parce que l'agrément que nous avons du ministère de la Justice ne le permet pas. Les dépenses, disons les dispositions pour lesquelles nous pouvons intervenir sont énumérées de manière extrêmement précise et limitative dans le Code de procédure pénale, à l'article 223. Il y a quelques dispositions du Code électoral, mais ça concerne essentiellement l'encadrement des dons et, en tout état de cause, le financement illégal de campagne n'est pas couvert actuellement. Et donc, nous pensons qu'il serait souhaitable de modifier la législation sur ce point de façon à ce que nous puissions nous porter partie civile et parce que, disons qu'on exprime bien au travers de cet acte-là que nous, en représentant la société civile, nous apparaissons comme étant victimes d'un détournement de procédure, alors que le législateur a souhaité l'encadrer dans des limites très, très, très précises. Voilà ce qu'on peut dire sur la problématique aujourd'hui. Alors, il est vrai que le cas qu'on peut débattre, c'est mais que se passe-t-il? Que serait-il passé si Nicolas Sarkozy avait été élu et qu'on ait découvert plusieurs mois après qu'en fait, il avait été élu dans des conditions qui étaient contraires au code électoral. Le Conseil constitutionnel aurait proclamé les résultats, le président de la République aurait été installé, et après, que se serait-il passé? Et donc, ce sujet-là est un sujet complexe qui mérite qu'on le regarde de près. Nous n'avons pas de proposition précise à cet égard. C'est pour cette raison que nous allons faire organiser à l'automne un colloque sur le financement de la vie politique, donc essentiellement les campagnes, mais aussi le financement des partis politiques, parce qu'il nous semble qu'il est important de faire débattre autour de la table des mandataires ou anciens mandataires de candidats, des universitaires, évidemment les autorités institutionnelles qui sont chargées de réguler tout ça, à commencer par le président de la commission des comptes de campagne, mais aussi le président de la HATVP ou le président du Conseil constitutionnel. Donc on espère pouvoir qu'ils acceptent notre invitation. Et puis, évidemment, de voir ce qui se passe à l'étranger, dans les différents pays, même si l'élection présidentielle est quand même, dans sa caractéristique, très particulière par rapport, disons, aux démocraties parlementaires qui constituent l'essentiel du mode d'organisation de la vie démocratique chez nos partenaires européens. Et la comparaison avec les États-Unis n'est pas pertinente parce que c'est un système qui est évidemment radicalement différent. Et donc, une des questions, c'est de savoir si il ne faudrait pas, en fait, permettre l'examen qui soit plus rapide par la commission des comptes de campagne, qu'elle puisse avoir plus de moyens pour pouvoir faire son travail plus vite, et que tant qu'elle n'a pas terminé son travail, eh bien, le président ne peut pas être installé. Et donc, après, il reviendrait au Conseil constitutionnel de se demander si le scrutin était sincère. Dans ce cas d'espèce, ce n'est pas évidemment ce qu'il aurait pu dire, mais en tout état de cause, la situation actuelle est une situation qui n'est pas satisfaisante. Et nous considérons que ce n'est pas normal qu'on aborde la prochaine élection présidentielle sans avoir revu en profondeur l'encadrement du financement de la vie politique,
je n'ai pas parlé des partis politiques, mais la prolifération des petits partis, des micro-partis pose incontestablement un problème parce qu'ils ne sont pas suivis et nous pouvons penser que dans un certain nombre de cas, ces dépenses ne servent pas au financement des campagnes électorales, mais peuvent servir à titre personnel. On n'a évidemment pas la preuve, mais en tout cas, c'est un sujet qui mériterait d'être regardé de près. Voilà donc en substance, donc la contrepartie de l'argent public exige qu'on revisite en profondeur les dispositions qui pourtant n'ont cessé d'être renforcées au fil des années, depuis, comme je l'ai dit, depuis 1988. Et voilà donc les termes du débat aujourd'hui, tels qu'ils se posent à nous, éclairant les procès qui ont eu lieu, celui qui va avoir lieu, et le débat qui pourra se nouer, j'espère, sur la problématique de la réforme du financement des campagnes électorales. Voilà. Merci, Président. Y a-t-il des questions que vous pourriez poser suite à cette présentation? Il ne faut pas hésiter. Hein. Oui, allez-y, parce qu'il y a certainement des tas de choses que je n'ai pas eu le temps de... Et d'ailleurs, les membres du Conseil sont évidemment les bienvenus à apporter leur éclairage complémentaire. Ce sont des sujets délicats, et donc il faut que nous prenions le temps de les regarder. En tout cas, je vous encourage à regarder sur notre site la brochure qui a été faite. Il y en a une en 2015, je crois, et l'autre en 2017. Et celle de 2017 a notamment une comparaison internationale qui est très intéressante, y compris avec le Royaume-Uni. Allez, moi, je vais oser une petite question. Est-ce qu'on a le sentiment qu'il y a des partis politiques qui auraient une appétence à cette question, ou est-ce qu'il y a une réticence un peu générale à aborder ce sujet de leur part? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'aucun n'a pris l'initiative actuellement. Alors peut-être que c'est un sujet qu'on va pouvoir porter auprès des candidats à la présidentielle. Pour le moment, c'est un peu opaque du fait bon, il y a la crise Covid d'une part, et puis il y a l'échéance des élections départementales et régionales, mais je pense que c'est vraiment un point qui mérite d'être écouté. En tout cas, il ne faut pas laisser accréditer la thèse selon laquelle les dépenses qui ont été laissées à la charge du candidat Sarkozy et donc en fait du parti des Républicains sont pour solde de tout compte du problème. Il y a bien un problème au-delà des faux en écriture publique et autres chefs d'accusation dont devront répondre les différentes prévenues. Il y a bien une problématique de financement illégal de campagne électorale et que ce sujet-là doit être appréhendé dans sa globalité. Oui, Marc-André. Merci pour ton exposé qui montre bien la complexité et l'importance du sujet. Je voulais revenir sur détailler un peu la proposition qu'on a faite sur je dirais, le contrôle continu des comptes pendant la campagne électorale, parce que notre idée était, avant même l'élection, de donner les moyens à la commission de contrôle de prononcer des avertissements, et le cas échéant des avertissements publics, de façon à créer une certaine obligation de bien se comporter de la part des candidats, indépendamment même de ce que pourrait être ensuite une élection dont je dirais, la proclamation serait reportée. Donc, c'est d'ailleurs pas très simple à mettre en œuvre parce que ça suppose effectivement de renforcer les moyens de la commission de contrôle de façon à ce qu'elle puisse agir quasiment en temps réel et d'autre part de déterminer une procédure rapide qui permette à la commission d'entendre les candidats et ensuite, sous le contrôle du Conseil constitutionnel, de faire éventuellement des admonestations, soit parce que les candidats seraient menacés de ce que leur compte ensuite ne soit pas approuvé, soit même qu'il y ait un article 40 ou qu'une association puisse porter plainte. Donc je crois que notre proposition, c'est une fusée à deux étages. Il y a ce premier élément qui est d'établir un contrôle continu
avec une sanction qui est finalement de faire une remarque publique avec éventuellement des conséquences. Et puis ensuite, ce que tu disais, si malgré tout, la supercherie n'est découverte que plus tard, comment fait-on éventuellement si ça a vicié l'élection du président qui se serait mal comporté? Voilà. Donc c'est un sujet complexe, mais sur lequel nous pensons que le premier élément, c'est bien donner à la Commission le moyen d'intervenir quasiment en temps réel avant l'élection, de façon à ce que les électeurs soient prévenus, les associations de la société civile, et que de ce fait pèse sur le candidat, non pas une obligation, mais une forte incitation à ne pas faire ce qui s'est fait évidemment en 2012. Et le corollaire de ça, c'est aussi que les comptes des partis soient plus transparents. C'est absolument crucial. C'est absolument essentiel. Et notamment, on est un commission, registre des partis actifs. Parce que Diego, hier, qu'on a rencontré avec Nadège, je me disais, je crois qu'il y a 540, 550 partis déclarés. En fait, très peu sont finalement actifs. Et donc, avoir un registre des partis actifs permettrait déjà de distinguer précisément les choses. Et puis, en fait, d'obliger les partis politiques qui bénéficient de l'argent public. Hein, je veux dire, c'est quand même... ils présentent des candidats aux élections et c'est avec ça qu'ils obtiennent chaque année un financement public qui est voté par le Parlement. Voilà, et donc c'est logique qu'il y ait des vérifications qui soient faites et qu'on donne les moyens à la Commission nationale des comptes de campagne de faire les vérifications nécessaires en temps et en heure. Donc le système de vase communicant ne soit plus possible. Intervenir là, non? Bien sûr, c'est l'objet. Non, moi j'ai été pendant 5 ans rapporteur des comptes de campagne auprès de la Commission nationale. Je trouve que l'idée est tout à fait intéressante d'un contrôle continu, mais je pense que ce qui nous a manqué, moi je parle pour les législatives, pour les présidentielles c'est particulier parce qu'il y a un pool de contrôleurs qui est désigné par les chambres, dont on ne connaît pas, je dirais 2 mois avant pratiquement, qui sera désigné. Principalement c'est des anciens trésoriers généraux. Sur les législatives, par exemple, ce qui nous a manqué, enfin moi ce qui m'a manqué, le contrôleur est affecté pour une circonscription et il a à contrôler postérieurement évidemment à l'élection la totalité des candidats. Et à ce moment-là, il reçoit, au fur et à mesure que les comptes lui sont déposés, les comptes de chacun des candidats à contrôler. Ce qui serait utile, peut-être, c'est d'obtenir pour chaque candidat, et notamment présidentiel aussi, un budget prévisionnel qui devrait être déposé en même temps que la candidature. Ce qui fait que là, le candidat connaît dès le départ le montant de son budget par rapport à sa circonscription et à son nombre d'électeurs. Donc, il sait déjà quel est le chiffre qu'il ne peut pas dépasser. Il connaît à lui après de trouver son enveloppe dans le cadre de sa campagne et de déposer un budget prévisionnel. Ce qui fait, ça permettrait dans le cadre du contrôle continu aux contrôleurs d'utiliser dès le départ des renseignements financiers qui émaneraient directement du candidat. Enfin, c'est toute l'idée, je veux dire. Enfin, moi, je vois, c'est ce qui m'a manqué. Dans le contrôle pratique, c'est ce qui m'a manqué, quoi, toujours. Voilà. Ouais. Non, mais votre expérience est tout à fait intéressante et donc je pense que c'est un élément qu'on peut creuser. On s'est beaucoup concentré, c'est vrai, sur la présidentielle. Je pense qu'il ne faut pas oublier les autres élections, même si les enjeux financiers sont moindres, ils n'en demeurent pas moins et qu'il y a ici là des abus. Hein. Voilà, d'abord des dépenses imposées à certains candidats. Hein. Dans certains partis, c'est comme ça qu'on finance le micro-parti. Donc ça pose un problème. Et dans ces dépenses, quand même, il ne faut jamais oublier que l'essentiel, tout ce qui est la campagne officielle, c'est-à-dire les affiches, les bulletins, tout ce qui est véritablement la campagne officielle, ça, c'est entièrement pris en charge par l'État. Hein. Donc, c'est les dépenses additionnelles qui sont en cause et qui sont remboursées dans des conditions qui sont quand même relativement favorables, même si on a relevé un peu les seuils pour éviter les excès
succès en fait de candidature. On n'y est pas parvenu parce que vous voyez bien que le développement maintenant du nombre de candidats conduit à dire c'est peut-être donc le bon équilibre de la démocratie, c'est peut-être pas d'avoir pléthore de candidats qui de toute manière sont juste en témoignage et qui ne représentent presque qu'eux-mêmes, et de se concentrer sur une sélectivité un peu plus grande, de telle manière que on ait les moyens effectivement de contrôler tous ces comptes de campagne, ce qui n'est loin d'être le cas aujourd'hui. Est-ce que n'hésitez pas à poser d'autres questions, hein, ne vous sentez pas sans aucune retenue, même si et surtout s'il y a des points de désaccord, hein, l'intérêt c'est de pouvoir échanger. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? Je peux faire une observation, si vous permettez, Patrick. Oui, Jean-Pierre. Merci pour votre exposé qui était très clair et très intéressant. Je dirais il y a deux constats pour l'élection présidentielle qui militent ou qui poussent à une réforme du système actuel. Le premier, il est factuel, c'est de voir que les dernières élections présidentielles ont toutes entraîné des procédures pénales, quasiment toutes. Vous avez cité 95 avec l'élection qui a vu la victoire de Jacques Chirac, mais il y a eu 2007, il y a eu 2012, 2017, je ne sais pas très bien, mais je crois qu'il y a des enquêtes, je ne suis pas sûr. Enfin, ça en fait déjà 3, ça fait beaucoup. Puis le deuxième constat, il est d'ordre juridique, c'est si nous avons un candidat qui est élu et qui a fraudé, on se retrouve, en raison de l'article 67 de la Constitution, dans une impasse complète. On ne peut pas engager de poursuite. Il y a un principe d'inviolabilité qui profite au président de la République. On en comprend les raisons. Il s'agit d'asseoir l'autorité d'un président de la République élu, mais à partir de là, il y a pas, si on ne peut pas ouvrir une enquête, il faut attendre la fin de son mandat. Donc ça, c'est quand même pas satisfaisant. Il faut trouver un système. Alors vous l'avez dit, c'est assez compliqué parce que tout ça se ferait dans des délais assez courts et il faut imaginer aussi des recours parce que sans recours, je pense qu'on ne passerait pas le cap européen. Donc c'est une mécanique juridique à mettre sur pied qui est un peu compliquée, mais on doit trouver un juste équilibre. C'est en tout cas nécessaire. Oui, absolument. Merci beaucoup. Est-ce que je donne la parole au dernier intervenant pour le sujet suivant? Absolument. Peut-être pour ne pas c'est une bonne transition, prendre trop de temps non plus dans le merci Benjamin, mais je n'ai pas pris la parole à l'instant pour la réclamer, que les choses soient claires. Là, je laisse Jean-Pierre nous présenter le sujet de positionnement de Transparency par rapport à un certain nombre de projets dans lesquels nous sommes engagés. Merci beaucoup de me donner la parole. Bonsoir à tout le monde. Pour une première participation, j'aurais préféré la faire en présence de tout le monde plutôt qu'à travers ce dispositif. Mais bon, Covid oblige, il faut passer par là, tout au moins pendant quelques temps. Alors, vous m'avez demandé de parler de l'activité judiciaire intéressant notre association. Elle a été riche, même très riche, au cours du premier trimestre 2021, puisque nous étions dans 2 procès qui sont tous les 2 déroulés à Marseille. Le premier a été le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, le SDIS 13 pour parler plus rapidement, et le second, beaucoup plus médiatisé, car couvert par la presse nationale, est l'affaire dite Guérini. Les 2 affaires se sont donc déroulées et ont été jugées à Marseille, fin janvier pour le SDIS 13 et courant mars et avril pour l'affaire Guérini. Les 2 affaires mettaient en cause des faits de probité de la part d'élus. Dans le dossier du SDIS,
était notamment renvoyé Jean-Pierre Magy, président du SDIS, mais qui a été pendant très longtemps, plus de 40 ans, maire de Velot dans les Bouches-du-Rhône, qui a été aussi député pendant sa longue vie politique et conseiller général. Il était jugé des chefs de prise illégale d'intérêt et de favoritisme. On lui reprochait notamment d'avoir fait recruter par le SDIS, dont il était le président, des administrés de sa commune, ou encore d'avoir fait vendre par la commune une parcelle de terrain aux enfants de sa compagne. Puis on lui reprochait aussi des faits de favoritisme parce qu'il y avait un certain nombre de marchés publics passés par le SDIS qui ne respectaient pas les règles essentielles et notamment la mise en concurrence qu'exige le code des marchés publics. Dans l'affaire Guérini, beaucoup de personnes étaient impliquées, un très grand nombre, une douzaine, mais la plus célèbre, celle qui a fait qu'on a beaucoup parlé de cette affaire, c'était Jean-Noël Guérini. C'est Jean-Noël Guérini, sénateur en exercice et ancien président du Conseil général des Bouches-du-Rhône. Il lui était reproché une seule infraction à l'issue d'une information au fleuve, qui était une prise illégale d'intérêt assez ancienne, puisqu'elle remontait à 2006. On lui reprochait d'avoir fait en sorte que le Conseil général a accepté de céder un terrain à vocation de décharge à la société de son frère, Alexandre Guérini. Ces deux affaires ont pour origine des lettres anonymes qui ont été adressées au parquet de Marseille, et c'est à partir de ces lettres anonymes que les faits ont été révélés. Dans l'affaire du SDIS, un jugement est intervenu le 21 janvier de cette année. Jean-Pierre Magy a été reconnu coupable de la majorité des faits qui lui étaient reprochés et condamné à 30 mois d'emprisonnement, dont 24 mois avec sursis, plus la privation de ses droits civils et civiques pendant 5 ans, c'est-à-dire qu'il ne peut plus voter, il ne peut plus être éligible ni exercer une fonction publique. Et le tribunal a en outre confisqué un appartement dont il était propriétaire à Paris. Le deuxième prévenu dans cette affaire était le directeur du SDIS. Je répète, Jean-Pierre Magy était le président. Son directeur était également poursuivi. Il s'appelle Luc Jourda. Lui n'est pas un élu, mais c'est un colonel de sapeurs-pompiers. Et on lui reprochait de s'être rendu complice des prises illégales d'intérêt reprochées à son président, et on lui reprochait aussi le délit de favoritisme. Lui a été condamné à 2 ans, dont 18 mois avec sursis, plus l'interdiction d'exercer toute fonction ou emploi public pendant 5 ans, et il s'est vu confisquer, lui également, un appartement dont il est propriétaire à Montpellier. Donc pour le tribunal, et c'est ça qui est quand même intéressant, pour le tribunal correctionnel de Marseille, ces faits, malgré leur ancienneté, car là aussi on était sur des faits assez anciens qui remontaient aux premières années 2000, malgré leur ancienneté, les faits gardaient toute leur gravité et appelaient des peines d'emprisonnement ferme. Les 2 condamnés ont fait appel de cette décision, donc elle n'est pas définitive et il appartiendra à la Cour d'appel, on peut espérer au début de l'année prochaine, de se prononcer à nouveau sur ces faits. Dans l'affaire Guérini, le jugement n'est pas encore rendu. Les débats se sont terminés, si je ne me trompe pas, le 9 avril et l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai. Donc il nous faut attendre cette date pour connaître la décision. On peut par conséquent pas en parler. En revanche, on peut rappeler les peines réclamées par le ministère public à l'audience. Il s'est montré, malgré l'ancienneté des faits, assez sévère, puisqu'il a demandé à ce que Jean-Noël Guérini soit condamné à 4 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis, plus 70 000 € d'amende, et la privation de ses droits civils et civiques pendant 5 ans.
et contre son frère Alexandre, contre lequel on reprochait beaucoup plus d'infractions, un très grand nombre. Le parquet de Marseille a demandé 8 ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt à l'audience, plus 500 000 euros d'amende et la privation de ses droits civils et civiques pendant 5 ans, l'interdiction de gérer toute entreprise commerciale pendant la même durée et la confiscation d'un certain nombre de sommes d'argent qui avaient été saisies sur des comptes bancaires, dont certains dans des paradis fiscaux. Donc attendons la décision. Nous ne pouvons pas, pour le moment, nous ne savons pas ce qu'elle sera. Le dossier n'est pas simple en ce sens qu'il était ancien, qu'il présentait par conséquent quelques problèmes de prescription que les avocats de la défense se sont empressés de présenter et de soutenir. Et puis, vous savez aussi que ce n'est jamais simple de déterminer la juste peine sur des faits qui sont assez anciens. Dans ces deux affaires, donc le SDIS 13 et l'affaire Guérini, notre association était constituée partie civile par voie d'intervention. C'est pour ça que nous vous rapportons ces deux cas aujourd'hui. Dans l'affaire du SDIS, le tribunal a condamné M. Magui et M. Jorda à nous verser solidairement la somme de 1 500 € au titre du préjudice moral subi par l'association, plus de 1 000 € au titre de ce qu'on appelle les frais irrépétibles, c'est-à-dire les frais qui sont engagés pour les frais d'avocat, notamment de déplacement, etc. Alors bien sûr, ces sommes ne sont pas encore dans les caisses de l'association, puisque l'appel formé par ces deux prévenus va être rejugé, fait que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence va rejuger les faits et pourra avoir un regard différent sur ces sommes qui ont été allouées à l'association. Dans le dossier Guérini, nous avons également demandé des dommages et intérêts au titre de notre préjudice moral et de notre préjudice matériel, considérant qu'on avait que du personnel de l'association pendant une dizaine d'années avait suivi ce dossier, on l'a quantifié, on l'a chiffré, on a présenté un chiffre au tribunal, on verra bien ce qu'il en sortira. Et on a demandé aussi une certaine somme de l'ordre de 2 000 €, si je ne me trompe pas, pour les frais irrépétibles. Alors ces sommes, là aussi, si elles nous étaient allouées, si le tribunal rentrait en voie de condamnation contre Jean-Noël Guérini et les autres prévenus contre lesquels on s'est constitué partie civile, et nous allouer les sommes que nous avons réclamées, ou tout au moins une partie, ces sommes, bien évidemment, pourraient être revues par la Cour d'appel qui jugera les pourvois qui seront très vraisemblablement formés par les personnes condamnées. Donc, on voit que le chemin est encore long et semé d'embûches. Alors, ce qui était peut-être intéressant de parler, c'est pourquoi l'association s'était constituée partie civile dans ces dossiers. Vous savez que notre mode d'action le plus fréquent n'est pas tellement la constitution de partie civile dans des procès pénaux. Nous agissons plutôt par le plaidoyer et nous essayons de porter notre poids pour l'élaboration de réformes qui nous paraissent utiles à la lutte contre la corruption, ou quand nous ne les avons pas initiées, nous pouvons aussi prendre le train en marche, passez-moi l'expression, pour les appuyer. Nous l'avons fait dans le passé, que ce soit pour la création du PNF ou de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique, pour les lanceurs d'alerte et pour bien d'autres choses. Nous le faisons actuellement pour la restitution des avoirs aux populations spoliées. Et là, dans ce domaine, nous avons de bons espoirs que cela aboutisse prochainement. Sarah vous en dira 2 mots tout à l'heure. Donc, notre action principale est plutôt axée sur le plaidoyer. Mais nous ne nous interdisons pas, au cas par cas, de nous porter partie civile dans un procès pénal. Nos statuts nous y autorisent et donc nous le faisons après en avoir délibéré, après avoir apprécié. Nous le faisons quand ça peut être le moyen, par exemple, de soutenir un plaidoyer, l'exemple de la restitution des avoirs aux populations victimes,
est un parfait exemple. Nous étions partie civile dans le dossier, enfin nous sommes toujours, puisque ce n'est pas terminé, nous en sommes au stade de la Cour de cassation, donc près du but, mais ça, on pourrait repartir à la case départ s'il y avait une cassation qui intervenait. Donc vous savez que nous sommes partie civile dans ce procès, et parallèlement, nous appuyons par une démarche de plaidoyer une réforme pour que la législation française permette cette restitution. Donc ça peut être un moyen d'appuyer un plaidoyer, puis c'est aussi un moyen d'appuyer le ministère public quand nous estimons que les faits sont emblématiques, sont d'envergure et méritent d'attirer l'attention particulière de la juridiction pour essayer de restaurer quelque part l'image de marque de la démocratie qui se trouve affaiblie par de tels faits. Et c'est un peu ce qui s'est passé dans ces deux dossiers des Bouches-du-Rhône, qui sont nés concomitamment en 2009 pour l'un, l'affaire Guérini, et en 2011 pour le SDIS. Donc quasiment dans la même période et dans le même périmètre, ce qui donnait l'impression vraiment qu'on avait un système de corruption à très grande échelle dans un même département, commis par des hommes, ou tout au moins imputés à des hommes politiques de premier plan. Je répète que Jean-Noël Guérini est encore aujourd'hui sénateur, a été président du Conseil général et a régné en seigneur et maître sur la vie politique des Bouches-du-Rhône. Quant à M. Magy, s'il était que le maire, le député maire d'une petite commune, Velot, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça doit faire à peu près 5000 habitants, il a quand même été maire pendant plus de 40 ans. Donc vous voyez, à l'image du département, c'était un homme politique qui avait un poids évident, certain. Donc dans des cas comme ça qui nous paraissent importants, on se dit qu'il est bien peut-être de rappeler que la corruption ne peut pas triompher. Il est bien de rappeler que ce n'est pas le mode de fonctionnement normal et de dire qu'à Marseille comme ailleurs, eh bien, il faut peut-être que les mœurs changent et qu'on revienne à l'application de bonnes pratiques et au respect du code pénal. Donc voilà ce qui nous a poussé à nous constituer partie civile en 2009 et 2011. En plus, il faut savoir qu'à ce moment-là, les seules informations dont on disposait, c'était celles qui étaient relayées par les médias, par la presse. Nous n'avions pas d'autres sources d'informations, et à lire les médias à l'époque, je ne sais pas si vous en avez le souvenir, on avait vraiment l'impression qu'on était sur un système de corruption, de népotisme, de clientélisme à très grande échelle. Donc on s'est constitué partie civile. Alors il est vrai, et ça il faut le dire aussi, que ces deux dossiers sont arrivés devant le tribunal correctionnel en janvier pour l'un, en mars pour l'autre, très longtemps, trop longtemps même je dirais, après l'ouverture d'informations, puisque dans Guérini, l'ouverture d'informations remontait à 2009, dans le SDIS à 2011, les faits remontaient autour des années 2005-2006, donc des faits très anciens, ce qui rend l'accusation toujours difficile. J'ai évoqué tout à l'heure les problèmes de prescription qui se posent nécessairement, et les avocats vont trouver là une occasion de faire de la procédure et d'essayer de faire annuler la procédure. Puis je le disais aussi, c'est jamais simple pour des juges de trouver la bonne condamnation quand les faits sont très anciens, que les personnes comparaissent devant elles malades, éventuellement décédées. Il faut savoir qu'au soir du verdict, pas du verdict, au soir de la fin des débats plutôt dans l'affaire Guérini, l'une des personnes contre laquelle d'ailleurs l'association s'est constituée partie civile, ce n'était pas un élu, mais c'était un fonctionnaire d'une commune, la commune de Berlétan, dans les Bouches-du-Rhône, est décédé. Donc l'action publique, pour lui, est éteinte. Et ça, c'est le risque de dossiers qui portent sur des faits très anciens, parce que la vie continue, bien sûr, pour les individus. Donc, entre-temps, ils peuvent devenir très âgés, très malades, voire décédés, voire se recycler complètement s'ils sont plus jeunes et présenter
des garanties de réinsertion sociale qu'un tribunal ne peut pas ne pas prendre en considération. Donc voilà pourquoi il est toujours assez difficile de prononcer, de déterminer une juste sanction quand les faits sont très anciens. Alors, nous nous étions interrogés quand nous avons reçu un avis d'audience pour ces deux affaires, de savoir si nous maintenions notre constitution de partie civile. On s'était constitué à l'origine de l'information, 2009 dans un cas, 2011 dans l'autre, et en 2020, on apprend que ces deux affaires vont venir à la barre du tribunal, et donc on est avisé en tant que partie civile. Que faire? Entre-temps, les dossiers, notamment dans l'affaire Guérini, s'étaient énormément dégonflés, tout au moins pour Jean-Noël Guérini, auquel au départ on reprochait une dizaine d'infractions, et à la sortie, il était renvoyé que pour une seule infraction, une prise illégale d'intérêt qui consistait à avoir présidé la séance du Conseil général qui a autorisé la cession d'un terrain à la société de son frère. On a décidé de maintenir notre constitution de partie civile après en avoir délibéré, car il demeurait que le tribunal était saisi d'infractions de probité qui mettaient en évidence un système dans lequel des procédures d'attribution de biens publics ou de marchés publics avaient été dévoyées. Or, lutter contre ce type de pratique, c'est la raison d'être de notre association. Je dirais que c'est quelque part notre ADN. Donc, nous avons décidé d'y aller et de soutenir l'accusation portée par le ministère public dans cette affaire. Donc, nous avons été présents à Marseille et nous espérons maintenant, nous attendons avec bon espoir cette décision. Mais je le répète, il y aura vraisemblablement derrière un appel et il faudra donc recommencer, retourner devant la cour d'appel et s'expliquer. Il me vient aussi à l'esprit que nous avons décidé de maintenir notre constitution de partie civile, car nous nous sommes dit que nous voulions montrer que l'association était présente dans des dossiers qui impliquaient aussi des élus nationaux et pas seulement des dirigeants étrangers. Vous savez que nous avons, et j'y faisais référence tout à l'heure, que nous nous sommes constitués partie civile contre d'anciens présidents africains, Guinée équatoriale, Gabon, Congo. Donc on ne voulait pas aussi donner l'impression qu'on s'intéressait qu'à la corruption qui se passait à l'étranger et qu'on fermait les yeux sur celle qui se passait dans notre propre pays. Donc ça a été une raison, parmi d'autres, qui nous a motivés à être présents dans le dossier Guérini et dans le dossier du SDIS. Pour terminer, je dirais que le droit de se porter partie civile dans les affaires de corruption nous a été reconnu en 2010, après un long combat judiciaire par la Cour de cassation, à l'époque sur le fondement de l'article 2 du Code de procédure pénale, qui exige, pour qu'on puisse se constituer partie civile, que celui qui allègue un préjudice puisse montrer qu'il a un préjudice direct et personnel, c'est-à-dire un préjudice qui découle directement de l'infraction et un préjudice qui lui est propre, et non pas le préjudice de la société pour lequel c'est le ministère public qui doit agir. Mais depuis cette décision judiciaire qui avait fait date à l'époque, le législateur a créé, et tout à l'heure Patrick y faisait allusion, a créé une disposition qui est l'article 2-23 du Code de procédure pénale qui permet l'habilitation d'associations spécialisées dans la lutte contre la corruption sous certaines conditions. Nous avons un agrément depuis 2014 qui a été renouvelé à 3 reprises et qui nous permettait donc d'être présents dans ces deux affaires et qui nous permettra sûrement d'être présents dans un an devant la Cour d'appel. Donc voilà
ce que je pouvais vous dire, ce que je pouvais rapporter sur ces deux affaires aujourd'hui. On peut en parler encore bien plus longuement si cela vous intéresse. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci, merci beaucoup Jean-Pierre. Donc, y a-t-il des questions sur ce qui vient de vous être présenté? Raymond devrait être content parce qu'il est requis des inéligibilités. Donc... C'est devenu assez fréquent maintenant dans les tribunaux ou les cours d'appel que les juges prononcent cette peine complémentaire, ce qui n'a pas toujours été le cas. Alors c'est vrai que les textes ont aussi évolué. Le juge ne peut pas créer des peines qui ne sont pas dans les textes. Ou alors, il agit contre allégem. Mais aujourd'hui, c'est assez. D'abord, les parquets le demandent systématiquement, et donc ça pousse le juge derrière à les prononcer. Mais on se rend compte en plus que c'est la sanction qui est la plus forte, très souvent, pour la personne condamnée. Pas de questions? Pas de remarques? J'apporterai bien une petite précision, c'est que tout à sa modestie, Jean-Pierre n'a pas dit que c'était lui qui avait représenté l'association à Marseille, et je crois qu'il l'a fait avec tout le talent et tout le fond qu'il a mis à notre intervention d'aujourd'hui. Donc je crois qu'on peut le remercier parce que pour avoir fait déjà cet exercice moi-même, je sais qu'il n'est pas simple. On peut dire d'ailleurs que ça a été pour nous une interrogation parce que se constituer partie civile, ça suppose derrière un vrai travail ou alors des ressources financières fortes. Car il faut suivre une information qui, dans ce type d'affaires, dure assez longtemps. Vous pouvez être convoqué par le juge d'instruction, mais Marc-André l'avait été pour s'expliquer en tant que partie civile. Donc il faut être disponible, vous avez dû aller à Marseille. Et si vous avez un avocat, quelque part, sauf s'il accepte de plaider gratuitement, mais ce n'est pas toujours le cas, il faut pouvoir le rémunérer. Et quand on a reçu l'avis du tribunal correctionnel de Marseille et qu'on a vu que le procès allait durer 4 semaines, on s'est dit, envoyer un avocat parisien à Marseille pendant 4 semaines, ça va nous coûter une fortune. Voilà pourquoi on y a été nous-mêmes, pour essayer de préserver les ressources de l'association. Et on peut peut-être ajouter que le travail a été quand même très lourd, puisque en fait, pour l'essentiel, on l'a fait en interne, avec l'assistante d'une élève avocate qui, peu de temps avant le début du procès, a prêté serment en tant qu'avocate et a assuré la plaidoirie et la présence pendant les 4 semaines du procès, nous faisons un compte-rendu très, très détaillé, ce qui permettait à Jean-Pierre d'avoir la totalité en fait des éléments qui s'étaient produits, de façon à avoir un témoignage tout à fait pertinent et fort. Et les échos ont été absolument remarquables de son intervention, puisque je crois que c'était le premier témoignage des parties civiles dans la journée qui a été consacrée aux parties civiles, et la plaidoirie faite par maître Julie Roman maintenant a été aussi tout à fait, je crois, remarquable. Mais au départ, il a fallu mettre au point les conclusions. Il y a eu de nombreuses réunions internes pour discuter de ces conclusions de partie civile et puis d'être capable de répondre aux écritures de la défense. Hein, puisque, évidemment, il y a un certain nombre d'avocats de défense qui cherchaient à trouver des biais pour disculper leurs clients. Donc ça, ce travail, c'est un travail très lourd, c'est pour ça qu'on ne peut pas le faire de manière systématique, il faut choisir nos cibles. Sinon, ce seraient des moyens qui seraient exorbitants par rapport à nos finances
qui, Antoine choisi, ne serait pas pertinent, parce que comme l'a très bien dit Jean-Pierre, la fonction première que s'est fixée Transparency, c'est le plaidoyer. C'est faire en sorte que le cadre institutionnel, législatif, réglementaire, aussi constitutionnel, d'ailleurs dans un certain nombre de cas, puisse évoluer. Et puis après, il est aussi d'accompagner les entreprises et les collectivités. Nous travaillons véritablement sur ces deux volets. Il y a un troisième volet qui est la protection des victimes dans le cadre du CAJAC, un centre de conseil qui bénéficie du concours d'avocats bénévoles et qui assiste les victimes qui viennent se présenter à nous ou faire preuve donnant des informations sur des signalements. Bien. Alors, une toute petite parenthèse, je ne vais pas transformer la réunion en traquenard, mais puisque Jean-Pierre a parlé des coûts qui sont occasionnés par les actions qu'on mène, pour rappeler à chacune d'entre vous que s'il peut relayer nos souhaits de recevoir des dons qui nous font vivre dans une large mesure, il ne faut surtout pas hésiter. Mais, bien, je vais peut-être maintenant passer la parole à Sarah pour qu'elle nous parle justement. Et Jean-Pierre a été très fort dans les transitions, tant pour démarrer sa propre intervention que pour permettre celle de Sarah, nous parler des biens mal acquis. À toi, Sarah. Merci beaucoup, Alain. Bonsoir à tous. Alors, j'ai 2 points selon l'agenda de ce soir. Un point d'actualité sur l'état d'avancée de notre plaidoyer restitution et un deuxième point un peu plus court sur une actualité dans un de nos dossiers bien mal acquis, le volet gabonais. Donc, je vais commencer par le plaidoyer restitution qui est un peu plus long. Donc, comme le rappelait Jean-Pierre, Transparency est parfois partie civile dans certaines affaires. C'est le cas dans 3 affaires emblématiques qu'on appelle communément biens mal acquis, qui impliquent des biens acquis en France par des dirigeants étrangers soupçonnés de s'être enrichis en détournant des fonds publics de leur pays d'origine ou en ayant accepté des pots de vin, souvent d'un montant assez considérable, dans leur pays d'origine. Donc, pour le cas de Transparency, les 3 affaires dans lesquelles nous sommes partie civile, ce sont les affaires qui intéressent le Gabon, la Guinée équatoriale et le Congo. Et donc, le début des affaires remonte à presque maintenant une quinzaine d'années. Ça a commencé en 2007 et nous sommes constitués partie civile en 2008. Et depuis toutes ces années, notre premier objectif, c'est de voir restituer les biens confisqués, donc ce qu'on appelle les biens mal acquis, de voir ces biens restitués aux populations dans les pays d'origine qui sont les premières victimes de la corruption de leurs élites, qui n'ont pas accès aux services de santé, à une éducation, voilà, à des institutions de justice, etc. Donc l'association mène un plaidoyer actif, comme vous le savez, depuis plusieurs années. Et ce plaidoyer s'est récemment accéléré puisque, au mois de mars dernier, un projet de loi portant création d'un mécanisme de restitution a été adopté par l'Assemblée nationale. Donc nous avons joué un rôle actif pour sensibiliser les députés à la question, pour identifier ce véhicule législatif, puisque ça fait depuis longtemps qu'on travaille à ce plaidoyer et on avait peu d'espoir en fait finalement suite à la pandémie de Covid-19, à ces plans de relance, à un embouteillement législatif au Parlement, on avait peu d'espoir d'identifier un véhicule qui pourrait porter notre réforme, donc on a réussi. Ce projet de loi a été voté à l'Assemblée nationale en première lecture. Il n'y aura qu'une seule lecture puisque le projet de loi est examiné en procédure accélérée. Et il est arrivé au bureau du Sénat il y a quelques semaines. Donc le Sénat examinera ce projet de loi en séance dans le courant du mois de mai, début mai. Et ce projet de loi a déjà été examiné par la Commission des Affaires étrangères du Sénat qui a amélioré sensiblement le texte, qui a écouté nos recommandations, qui a repris des recommandations qu'on porte depuis très longtemps et qui a intégré aux dispositions, aux mécanismes de restitution, 3 principes. Donc 3 principes que vous connaissez puisqu'on les porte depuis qu'on porte ce plaidoyer, qui sont les principes de transparence, de redevabilité et d'association des organisations de la société civile. Donc ça, c'était vraiment crucial d'avoir ces 3 principes, ces 3 piliers qui porteraient ce mécanisme général de restitution.
Donc, ce projet de loi devrait être finalement adopté avant l'été. Il y aura une commission mixte paritaire, mais on fait face à une volonté transpartisane d'avoir un mécanisme fort, un mécanisme solide de restitution. Donc, il y aura vraisemblablement pas de problème à l'étape de la commission mixte paritaire et on devrait avoir ce projet de loi définitivement adopté avant l'été. Mais ça ne signifie pas que ça sera terminé en termes de plaidoyer, puisque la prochaine étape aura lieu à l'automne 2022 à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2022. Puisque dans le cadre du projet de loi de finances pour 2022, seront décidées les modalités budgétaires de restitution, puisque, on le sait, les avoirs confisqués sont vendus et les recettes tirées de ces biens retombent actuellement dans le budget général de l'État français. Et donc, pour éviter que ces fonds soient mêlés avec l'ensemble des autres sources de l'État français, il faut on rentre dans la tuyauterie budgétaire, mais voilà, il faut créer un mécanisme qui isole les fonds, qui permette qu'ils soient fléchés vers des projets de développement et non pas mêlés dans le reste des ressources de l'État français. Donc, on est plus dans le pratico-pratique, dans le technique, mais c'est une étape qui est néanmoins cruciale puisque c'est l'étape au cours de laquelle seront également décidées, votées par le Parlement, les modalités de mise en œuvre des 3 principes de transparence, de redevabilité et d'association des organisations de la société civile. Donc, c'est à l'occasion de cette étape qu'il faudra encore poursuivre nos efforts de plaidoyer pour s'assurer que ces 3 principes ne soient pas simplement des principes de vitrine, mais qu'ils aient une véritable effectivité, qu'ils puissent être mis en œuvre dans le cadre des futurs processus de restitution. Et en parallèle de ce calendrier législatif qui est assez intense, comme vous le voyez, eh bien, nous sommes également très occupés sur le volet judiciaire. Comme le rappelait Jean-Pierre Zanotto tout à l'heure, nous sommes partie civile dans 3 affaires de biens mal acquis et dans le volet équato-guinéen, le volet Obiang, qui est le nom du père, du président de la Guinée équatoriale, mais également de son fils, vice-président de la Guinée équatoriale, qui, comme vous le savez, a été condamné en 2017 par la justice française pour blanchiment de détournement de fonds publics. Puis en appel en février 2020 pour le même chef d'accusation. Il s'est pourvu en cassation et l'audience de cassation devrait intervenir courant 2021 et probablement avant l'été. On n'a pas encore de date, mais voilà, ça va arriver très rapidement. Et si la Cour de cassation confirme la décision de la Cour d'appel, Théotorine Obiang sera définitivement condamné. Donc ça sera le point final d'une très longue odyssée judiciaire. Et également, ça sera une décision de confiscation définitive de l'ensemble des biens dont il était propriétaire, qui ont été condamnés pendant la procédure et qui s'élèvent tout de même à un montant de plus de 150 millions d'euros. Et donc, c'est cette somme qui, si la Cour de cassation confirme la condamnation de cour d'appel, c'est cette somme qui pourrait être restituée à la population équato-guinéenne. Et donc, les 2 calendriers judiciaires et législatifs avancent parallèlement. Et on pourrait avant la fin de l'année 2021, être témoin d'un premier processus de restitution. Les avoirs d'Obiang pourraient être les premiers qui seront restitués en vertu du futur dispositif. Donc, on l'a déjà dit, mais c'est un véritable alignement des planètes qui va dans le sens de notre plaidoyer. On espère qu'on aura le mécanisme le plus solide qui permettra une restitution la plus responsable, la plus transparente, la plus redevable, c'est-à-dire avec une possibilité d'avoir accès aux audits, de demander des comptes éventuellement à l'État français et à l'État équato-guinéen de l'allocation, de l'utilisation finale des fonds. Voilà, on aura un cas pratique dans lequel on compte évidemment jouer le rôle qui est le nôtre en tant que partie civile, mais ensuite, à la fin, quand on sera dans l'étape restitution, rôle de monitoring, vérifier que tout se fasse selon ce qu'on recommande depuis des années. Je m'arrête ici sur le point restitution. Je prends d'éventuelles questions avant de passer sur l'autre point qui est évidemment lié, mais qui est quand même qui pose d'autres enjeux. Pas de questions Nos intervenants sont tellement clairs que il n'y a plus rien à dire après. Vous m'envoyez ravi. Bon, j'enchaîne sur l'autre point. Alors, qui est un peu complexe. Donc,
Je vais essayer de rester assez simple, donc qui concerne la contestation de la constitution de partie civile du Gabon. Donc, comme je le disais, Transparency France est partie civile dans 3 affaires de type bien mal acquis. Donc, le volet Guinée équatoriale, le volet Congo et le volet Gabon. Et dans chacune de ces affaires, les 3 États d'origine, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Congo, ont tenté de se constituer partie civile. Les demandes des 3 États ont été rejetées. Les demandes de 2 de ces États ont été rejetées par les juges, par la justice française. Donc, il s'agit de la Guinée équatoriale et du Congo. Toutefois, la demande du Gabon a été accueillie favorablement. Pourtant, les 3 États n'ont pas témoigné de l'existence d'un préjudice particulier. Ils ont au contraire contesté la légitimité de la procédure. Ils ont contesté l'existence d'infractions. Donc, c'est un petit peu, et ça a été relevé par les juges, mais c'est un petit peu contradictoire de contester l'existence d'une infraction, mais de s'en revendiquer victime. Toutefois, pour le Gabon, ça n'a pas soulevé de remarques particulières de la part ni de parquet, ni de juge d'instruction. Et donc, le Gabon est partie civile actuellement dans l'affaire, dans le volet gabonais de l'affaire des biens mal acquis. Donc, être partie civile, ça a un avantage. Ça permet d'avoir accès au dossier, ça permet de demander des actes de procédure, donc par exemple l'audition de témoins, des actes d'enquête, par exemple, et ça permet aussi d'obtenir des dommages et intérêts en vue de la réparation de son préjudice. Dans les affaires en droit pénal, lorsqu'il y a des avoirs confisqués, eh bien, la créance de dommages et intérêts peut être directement prélevée sur les biens confisqués. Et dans l'affaire des biens mal acquis, ça pose certaines interrogations parce que, comme vous le savez, le premier objectif de Transparency, quand on a déclenché aux côtés de d'autres organisations, mais quand on a déclenché ces affaires, le premier objectif, c'était d'obtenir la restitution des biens confisqués aux populations d'origine. Or, quand l'État se constitue partie civile, il peut obtenir la réparation de son préjudice et donc prélever une partie des biens confisqués. Et la difficulté dans les affaires de type bien mal acquis, c'est que ces États, eh bien, on le voit, il existe parfois ce qu'on appelle une captation d'État, une corruption institutionnalisée qui va jusqu'aux plus hauts échelons du pouvoir et de l'État. Et lorsque cet État obtiendrait une créance de dommages et intérêts, il n'y a rien qui puisse garantir que cette créance bénéficie finalement à sa population, qu'elle soit réinvestie dans l'éducation, dans la santé, dans la justice, etc. Dès lors, la constitution de partie civile de ces États pose le risque que les avoirs confisqués soient finalement dilués d'une manière ou d'une autre, soient redétournés au lieu d'être restitués selon les canaux que nous défendons depuis des années et qui sont sur le point d'être construits en France avec la réforme qui est en cours. Donc, tous ces enjeux nous ont poussés il y a quelques semaines à contester la constitution de partie civile du Gabon devant le juge d'instruction. Nous sommes partie civile et donc nous avons le droit, en vertu de l'article 87 du Code de procédure pénale, de contester la constitution de partie civile de notre État. Donc, nous l'avons fait par courrier, par la voix de notre avocat, William Bourdon. Et nous avons publié un communiqué de presse en toute transparence sur cet acte de procédure. Nous n'avons pas encore de réponse, c'est assez récent, mais voilà, c'est un acte important et qui résonne d'autant plus avec nos efforts de plaidoyer en matière de restitution actuelle. Je vous remercie. Alors, il n'y a toujours pas de questions, mais il y a plein de choses à lire que j'espère que vous avez tous vues en consultant le petit onglet Converser sur lequel Benjamin déverse des informations qu'on met à votre disposition. Donc, alors, je ne sais pas comment… tu vas peut-être pouvoir nous dire, Benjamin, quel est le moyen qu'auront les participants de conserver la trace de tout ça une fois qu'ils ont coupé leur Zoom. Je peux tout simplement envoyer à l'ensemble, alors ce sera l'ensemble des inscrits, hein, qui étaient un petit peu plus nombreux que les participants, mais d'envoyer une petite série de ressources documentaires, en l'occurrence tous les liens que j'ai mis dans le chat. Ça, c'est à titre documentaire si vous voulez. Sinon, tout est sur notre site internet, hein, que je vous invite évidemment à visiter pour vous informer sur ces différents sujets. Je crois que Raymond
Bonomo souhaite prendre la parole. Et il lève la main, effectivement. Attendez, hop. Vous pouvez allumer votre micro, Raymond? C'est bon, c'est bon, Raymond. Toutes ces interventions sont très, très intéressantes. J'ai appris beaucoup de choses, c'est très synthétique, mais je me permettrai de faire une petite observation tout à fait générale. Alain le sait, j'aime bien creuser pas mal de sujets et je voudrais mettre l'accent sur une corrélation que j'ai constatée entre l'éthique de la vie publique et la participation des citoyens à la vie politique. Et je vais partir de l'indice de la corruption de Transparency. Les deux pays qui sont première place sont le Danemark et la Nouvelle-Zélande. Bon. Depuis pas mal de temps d'ailleurs. Alors j'ai fait une enquête sur le taux de participation des citoyens de ces deux pays aux élections. Et j'ai constaté qu'aux dernières élections législatives du Danemark et de la Nouvelle-Zélande, les taux de participation étaient de 82 et de 84%, ce qui est extraordinaire par rapport à ce que l'on a en France, qui est entre parenthèses 23e au classement. Alors je pense qu'il serait peut-être bon, enfin c'est une suggestion, que Transparency approfondisse un petit peu ce sujet, parce qu'on a donc la corrélation directe entre la confiance des citoyens en la démocratie, les institutions et l'éthique de la vie publique, sachant qu'il y a beaucoup de sondages qui montrent qu'il y a une défection des citoyens à la vie politique du fait qu'ils considèrent qu'il y a une corruption générale, ce qui est faux, puisqu'en fin de compte, tout le monde sait qu'il y a la majorité de nos élus sont propres. Enfin, je me referme la parenthèse. Donc voilà un petit peu une suggestion de ma part, peut-être en communiquer, peut-être faire un petit chantier là-dessus. Voilà, c'est tout. Je vous remercie de votre attention. Pas de remarque sur la remarque? Merci Raymond pour nous alimenter comme tu le fais depuis tant d'années. Bien, ben on arrive peut-être à la fin. On a quasiment respecté notre timing puisqu'on a démarré avec 8 minutes de retard et donc on finit avec 10 minutes de retard sur l'horaire affiché. Je propose peut-être à notre président d'apporter une conclusion à cette réunion en rappelant, pour ce qui me concerne, simplement, puisque ça m'a été demandé, et c'est légitime, qu'il y a une AG qui va avoir lieu le 28 juin prochain et que ça peut être l'occasion pour ceux qui voudraient nous rejoindre, comme pour ceux qui sont déjà adhérents chez nous, de vérifier qu'ils ont bien renouvelé leur adhésion de façon à pouvoir participer et voter le moment venu. Voilà, Président. Donc merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir participé à cette séance. Je pense qu'elle a très bien fonctionné, mais s'il n'y a pas eu beaucoup de questions, on va essayer de travailler justement la fois prochaine, que ce soit plus interactif, mais ils ont une information extrêmement riche et qui montre qu'on est présent quand même sur beaucoup de chantiers en même temps. Et ça, on le voit à votre fidélité en tant qu'adhérent. Et donc, j'espère bien qu'on aura d'autres occasions de vous associer à nos travaux, à nos réflexions. Les qui souhaitent apporter leur talent dans le cadre des travaux de France, évidemment, bien vu. Voilà, merci en tout cas à Alain et à Benjamin d'avoir organisé cette réunion. Merci beaucoup à Jean-Pierre, Sarah et à tous ceux qui sont intervenus d'avoir permis d'apporter dans des délais qui sont
salle, c'est 19h42, donc on a tenu dans les délais. Beaucoup d'informations utiles. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Nous sommes à votre entière disposition. Et vous voyez bien que la manière dont Alain a introduit le sondage montre bien qu'on a le souci de bien comprendre vos attentes, de mieux vous connaître, et de façon à apporter, dans un échange aussi interactif que possible, le maximum de satisfaction par le fait même que vous êtes en uniquement votre invité. Voilà. Bonne soirée à tous. Au revoir. Bonsoir. Au revoir à tous et merci encore pour votre Salut. participation. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.